Chambéry, Alger. Tous les anciens vous le confirmeront, le train de nuit Genève-Nice s'arrête à Chambéry, aux environs de minuit. Malgré l'heure tardive, le voyage ne serait pas trop pénible, n'était la perspective de cet embarquement à Marseille le surlendemain. Pour moi, ça va encore, mais pour le petit, un bon copain que je retrouve dans le compartiment, c'est pas vraiment la fête. Il vient de se marier, un peu poussé par les événements, mais le coup du voyage de noces du côté de Constantine et sans sa femme, il le trouve un tantinet saumâtre. Je compatis vivement, puis nous parlons d'autre chose avec le troisième larron du compartiment. Larron, oui, car c'en est un vrai, très professionnel et spécialisé, m'a-t-on dit, dans le vol des troncs d'église. J'espère pour lui qu'il a changé d'orientation depuis, car ce type d'activité de nos jours... Bon, en tout cas, je me suis vu remettre la responsabilité du personnage. Était-ce par dérision à l'égard du petit curé, ou par excès de confiance dans l'autorité du caporal? À vous d'imaginer la réponse. Bien fait de sa personne, propre et beau parleur, il inspire le plus grand respect. Justement, il faut que je l'ai à l'œil constamment, et c'est un rôle que je n'aime guère. Nous voilà à Valence. Un quart d'heure d'arrêt pour que la bonne grosse loco à vapeur qui nous a vaillamment tirés jusqu'ici cède la place à une moderne et rapide machine électrique. J'assiste à la manœuvre avec un brin de tristesse. J'adore le train à vapeur. Tandis que mon voleur de tronc est parti voir, avec ma bénédiction, une sienne tante qui lui a donné rendez-vous sur le quai. Le voilà de retour au compartiment. Il est ému, mais radieux en même temps, brandissant une pleine boîte d'escargots au beurre que la gentille Tati vient de lui offrir pour le voyage. Ce ne sera pas facile à déguster dans le train, mais on essaiera tout de même. En attendant, je vais dans le couloir, m'accouder à la barre de cuivre, et regarder défiler ce qui sert de paysage à cette heure avancée de la nuit. Quelques chiches et rares lumières dans un fantastique théâtre d'ombres mouvantes. On n'avait pas encore eu à l'époque l'idée saugrenue de dérouler à travers tout le pays ce tapis lumineux ininterrompu, symbole étincelant de notre frénésie de gaspillage, comme s'il était devenu indispensable que nos petits-enfants n'aient plus rien, mais vraiment plus rien, à admirer sur cette planète. Déjà, au lieu de lever leur petit bout de nez en s'écriant « Regarde maman, près de la Grande Ourse, il y a une nouvelle étoile, c'est peut-être la planète du Petit Prince ?» Ils n'ont plus que cette immense toile rouge orangée au-dessus de la tête qui leur fait penser qu'ils n'ont pas encore dîné et récriminer « Allez, quoi, maman, t'avais dit qu'on irait au McDo ce soir ?» Bon, on arrête de divaguer et on reprend. Je rêvasse donc tranquillement dans mon couloir quand une voix chevrotante et mal assurée m'oblige à me retourner. L'émetteur est un petit vieillard à moustache blanche et à la mine tristounette. « Caporal !» Ah, c'est un ancien qui sait lire sur les galons. « Voilà, je sais que les soldats aiment bien faire des farces, alors peut-être vous comprenez, je vais rendre visite à ma sœur malade et je voulais lui apporter des escargots au beurre. C'est son régal, alors. Mais j'avais mis la boîte près de la vitre entrouverte, parce que avec cette chaleur, le beurre, vous comprenez. Après Valence, j'ai voulu jeter un coup d'œil, et là, plus de boîte. Alors, ma sœur... Attendez, monsieur, je crois l'avoir vue, cette boîte. Rentrez dans votre compartiment, je viendrai vous dire si c'est bien ça. Il obtempère cependant qu'une très sainte fureur me saisit. Oh, le salaud! Voler des troncs d'église passe, mais des escargots à un petit vieux? Voilà l'intolérable. Il va m'entendre. Je file au compartiment, m'empare sèchement des gastéropodes, suivi aussitôt de mon troncomane. L'explication commence. Son explication, car j'ai eu à peine le temps d'ouvrir la bouche que poliment mais fermement, il me rassure et me convainc. Mon erreur est bien compréhensible, il aurait fait la même, vu les circonstances. Il n'en voudra ni au petit vieux, ni à moi-même. D'ailleurs, il me laisse la boîte jusqu'à l'arrivée du chef de train, qu'il se propose d'aller chercher dans le wagon d'à côté, et de produire comme témoin irréfutable de la transaction escargotière sur le quai de Valence. Je commence à me sentir mal à l'aise. C'est un malentendu monstrueux. Encore heureux que j'ai affaire à un brave type. J'ouvre la bouche pour bredouiller des excuses, et tends déjà la boîte litigieuse, mais je suis interrompu par le roulement sourd caractéristique de l'ouverture d'une porte de compartiment, dans l'entrebâillement de laquelle je vois apparaître, vaguement inquiète, la figure fanée de mon petit vieillard. Me voilà dégrisé d'un seul coup. Je lui rends ses escargots avec un grand sourire. Voilà, avec mon copain, on vient juste de les retrouver, et on vous les rapportait. Brave homme, il en a les larmes aux yeux. Le copain n'a pas scié. Il a lui-même accompagné ma déclaration d'un grand sourire, avant de s'éclipser. Je ressens à son égard non plus la colère de tout à l'heure, mais une crainte, mêlée d'une sorte d'admiration. Quel talent ces professionnels! Mais je suis effaré par le nombre probable de ces victimes passées et à venir. J'ai remarqué que la force de ces gens-là, c'est, en plus de leur bagou irrésistible, leur sang-froid et la façon très fair-play dont ils quittent une partie perdue. Jusqu'à Alger, je n'aurais pas un reproche à faire à cet étonnant spécimen,
de gentleman cambrioleur. À Marseille, ne croyez pas que nous n'avons qu'à passer du train au bateau. Trop simple. On nous emmène d'abord dans l'immense camp de transit de Sainte-Marthe, une fourmilière. Le maintien de l'ordre, c'est pas la guerre, voyons, en AFN, utilise décidément beaucoup de monde. Ce doit être très ordonné là-bas. À grand renfort de haut-parleurs, on nous dirige vers un bureau, puis un autre, un troisième, où nous devons montrer papier, ordre de mission, affectation, en fonction de quoi on nous délivre des numéros, matricules, numéros de chambrée, tickets de graille, tickets de consigne pour le pactage, et plus important que tout, tickets d'embarquement pour demain. Il n'y a que les allées simples. J'avais oublié, le retour ne sera pas pour tout le monde. Le lendemain, les GMC et les Simca sont venus reprendre leur cargaison de malheureux. Plus que quelques heures à piétiner dans l'immense hall d'embarquement en attendant... En attendant quoi? Voilà le mystère. Depuis le premier jour de caserne, on nous fait attendre. On nous fera attendre jusqu'au dernier jour. C'est un phénomène sans explication. L'auteur de En attendant Godot avait dû faire son service en France. Si on nous supprimait les temps d'attente, le service serait ramené à 18 mois au lieu de 28. Imaginez l'économie. Et puis, l'embarquement. Très loin là-bas, bravant le froid et l'interdit parental, un groupe de filles agitent bras et mouchoirs. Courageuses petites qui font dire aux copains « Va Dieu, tu te rends compte, elle est venue jusqu'ici !» Une grosse boule dans la gorge les empêche d'en dire davantage. L'aménagement des bateaux n'a pas changé depuis mon premier voyage, ce qui m'épargne à moi l'écriture et à vous la lecture d'une nouvelle et forcément fastidieuse description. On se case où et comme on le peut avec le sac à pactage en guise de coussin ou de polochon. Le pactage en question est un peu plus volumineux que d'ordinaire. C'est qu'il a fallu y remiser, outre les effets réglementaires, les suppléments fournis par les mamans et les grands-mères. Friandises, bien sûr, mais surtout chandail, petite laine et autres sous-vêtements chauds. Vous avez remarqué, vous aussi? Avant chaque départ, que ce soit pour l'école, le pôle Nord, l'Équateur ou l'Algérie, et surtout, couvre-toi bien, ne va pas m'attraper froid, hein. Cette obsession du froid chez nos mères, encore aujourd'hui, m'a souvent intrigué. C'est vrai, à l'époque, pour le Gus en partance pour l'Algérie, on pouvait imaginer danger plus précis que le froid. Mais non. L'explication m'est venue quelques années plus tard, en relisant Le Dormeur du Val de Rimbaud. Nature, berce-le chaudement, il a froid. C'est donc ça, un soldat mort a froid. Alors les mamans et mamies, qui ont donné la chaleur avec la vie, aimeraient bien qu'on garde les deux. Mais comme c'est dur à expliquer, elles se contentent de ce que leur dicte leur instinct. Ne prends pas froid. Soyez 1000 fois bénis. Alger, El Djezaïr, la blanche, l'éclatante, la somptueuse. L'air est doux, les rangées de boules vert sombre des orangers nous feraient oublier novembre. Le train pour Constantine ne part que demain matin, ce qui nous laisse une nuit à passer, mais auparavant quelques heures à flâner. Mon copain, le voleur, se dirige vers l'intérieur de la ville, tandis que j'opte pour le bord de mer. Le soir après dîner, je me trouve un lit dans une chambrée du fort, je me souviens plus du nom, Saint-Jean peut-être, et fais un peu de lecture au calme, quand surgissent 2 Pandores, l'air assez peu engageant. « Suivez-nous, je suis le commandant !» Comme en classe, quand le professeur crie, je tourne instinctivement la tête, donnant à penser que c'est sûrement à quelqu'un d'autre que ce discours s'adresse. Mais il n'y a que moi, et je me laisse conduire sans menottes toutefois. L'atmosphère est très lourde dans le bureau du commandant. Plusieurs personnes chuchotent, me dévisagent, rechuchotent, tandis que les gendarmes me posent quelques questions pertinentes et originales sur mon identité, mon corps d'origine, ma destination en Algérie, ce que je fais dans le civil, etc. Et là, au mot de séminariste, un soupir de détente dans le bureau. On re-chuchote, on me regarde presque avec douceur. Pour un peu, on m'inviterait à dîner. Et les gendarmes de s'expliquer. Voilà, un chasseur alpin a été surpris en train de voler un tronc d'église. Les troncs à Alger devaient être rentables à cette époque, les gens ayant de très bonnes raisons de prier et de consolider leur prière d'un peu de liquide. Mais bon, c'est certainement pas vous. D'ailleurs, le curé qui avait bricolé un système de sonnerie dans ce tronc et était accouru au son de l'engin nous a décrit un type nettement plus grand que vous. Bon, nous l'attraperons demain. Ainsi commença la campagne d'Algérie pour mon voleur. Menottes au poignet en gare d'Alger, et déjà en train d'expliquer très courtoisement à la maréchaussée que cette façon de faire c'était courir à la bavure, bien que le terme n'existât pas encore, et que d'ailleurs un coup de fil à la préfecture, etc., etc. Il s'en est certainement bien tiré. Et me voilà de nouveau seul, en route pour Constantine, puis demain Batna, porte des Aurès. À partir de là, on ne circule plus qu'en convoi bien protégé, pour des raisons évidentes. Corneille. Le nom ne fait pas très couleur locale, mais les constructions sont bien typiques.
Vu l'aspect du terrain et le peu de végétation, je me demande de quoi peuvent bien vivre les habitants, surtout par ces temps troublés. Car ce ne sont pas tout à fait des Arabes, mais des Chaouïas, installés là depuis la nuit des temps. Colonisés par les Arabes, puis par les Français, ils ont réussi à conserver malgré tout leur spécificité et leur caractère. Farouches au premier abord, mais facilement amicales et enjouées une fois connaissance faite. Très attachés à leur religion musulmane, ils auront avec moi, en tant que marabout, une attitude ouverte et confiante, malgré mon uniforme. Mais n'anticipons pas. Pour le moment, c'est le bataillon qui m'accueille, et en premier lieu, mon voisin de chambrée, du temps déjà lointain de nos classes, à Clermont-Ferrand. Lui aussi a fait le stage de Fort-la-Motte, et vu sa formation d'ingénieur électricien, a réussi avec brio ses examens de dépanneur. On l'a donc mis à la tête de l'atelier d'électronique du bataillon, où il a fait merveille. Non content de dépanner les postes, il a imaginé toutes sortes d'améliorations profitables. Succès chez les gradés, le voilà presque intime du colonel, et déjà promu caporal-chef. C'est bien sûr quelque chose de comparable qui m'attend, et j'ai hâte d'en être à demain soir, où je dois me présenter au capitaine de la 3e compagnie à une 20aine de kilomètres de là. 2 GMC et un Half-Track vont m'y emmener avec quelques types qui ramènent du matériel à la dite compagnie. Je considère d'un œil gourmand les postes de radio qui équipent le convoi. J'aurai certainement affaire à eux un de ces jours, peut-être dès demain, qui sait.